Pour se simplifier la vie, on utilise souvent le terme de musique classique au sens large. Et dans tout ça, on cache plein de choses en fait, comme la musique baroque, le classicisme pur, mais aussi le romantisme, l'opéra ou encore le répertoire sacré et la musique de chambre. Alors j'imagine que quand j'évoque tous ces termes, vous voyez à peu près de quoi on parle, mais la musique de chambre est un cas assez particulier. Alors c'est quoi la musique de chambre? Pour répondre à cette question, j'ai répondu à l'invitation du Festival de l'Orangerie de Sceaux, au sud de Paris, qui fête cette année sa 49e édition et qui est un festival référence en termes de musique de chambre qui se déroule cette année du 18 août au 16 septembre. Le Festival de l'Orangerie de Sceaux, il a été créé par Alfred Levengut, qui appartenait au Quatuor Levengut en 1969. Pendant l'été, il y avait simplement un désert musical à Paris. Il avait son propre conservatoire, ce qu'on appelait les orchestres Levengut. Et puis il s'était dit, bah tiens, j'ai des musiciens, je suis musicien, faisons un festival à Sceaux. Ça a commencé donc, comme je vous le disais, en 69. Il y avait des concerts là, pour le coup, qui étaient donc tous les jours. Et puis au fur et à mesure, d'autres festivals se sont créés et ça s'est recentré sur le samedi, dimanche, puis le vendredi, samedi, dimanche. Toujours axé sur la jeunesse, hein, ça c'est un vœu très cher à la base d'Alfred, mais qui est depuis une dizaine d'années très axé sur la jeunesse. Et puis depuis 2015, avec les concerts Génération du vendredi soir, c'est vrai que voilà, on tend vraiment à mettre en lumière de jeunes artistes et puis à les suivre après, et puis après les revoir venir, hein, je pense au Quatuor Hermès notamment. Le festival de l'Orangerie de Sceaux est partenaire avec d'autres festivals, d'autres concours. Donc cette année c'est le concours international d'Orléans. On est également partenaire avec Pro Quartet, l'Académie Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz, l'Abbaye aux Dames, voilà. Maintenant qu'on sait où on se trouve, j'aimerais bien qu'on réponde à deux questions. C'est quoi la musique de chambre? Et puis depuis quand ça existe d'ailleurs? Alors la musique de chambre, pour moi, c'est l'échange avec les autres. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, je trouve, dans le fait de se retrouver forcément pas tout le temps avec des gens qu'on connaît, ou même des gens qu'on connaît qu'on retrouve. Et par la musique, sans avoir besoin des mots, arriver à sentir qu'on se parle et qu'on échange des émotions, des idées. Et parfois, évidemment, juste en jouant, ça suffit, on se comprend. Eh bien, j'essaye que ce soit un exercice pour se mettre à la place de l'autre, essayer de prévenir la pensée des personnes avec qui je joue, de me fondre dans le son de mes partenaires. La musique de chambre, c'est l'art du dialogue en musique, c'est le plaisir d'échanger aussi et de se mettre d'accord sur des options musicales, et puis aussi c'est la possibilité d'avoir accès à des chefs-d'œuvre. Là on vient d'obtenir trois très belles définitions qui se rejoignent de ce qu'est la musique de chambre pour des musiciens professionnels, mais pour être un peu plus concret et beaucoup moins sexy aussi, la définition de la musique de chambre, c'est une composition musicale dédiée à un petit ensemble de cordes, bois, cuivre ou percussions, dont chaque partie est écrite pour un seul instrumentiste. Et effectivement, dit comme ça, c'est beaucoup moins sexy. Mais alors depuis quand ça date la musique de chambre? Ça date du XVIe siècle, où on a les prémices de la musique de chambre, musica di camera, qui se jouait dans des salons nobles. Ensuite, la musique de chambre va évoluer et on va la sortir un peu de ce contexte. C'est vrai que les gens lisaient beaucoup de musique et ça avait un côté très normal et ça se faisait très souvent en fait, et d'une façon très naturelle. Des grands mécènes comme Esterhazy commandaient à Joseph Haydn des quatuors à cordes et de la musique de chambre tous les week-ends pour jouer avec les compositeurs et jouer de nouvelles œuvres. Et je pense qu'après c'est devenu un métier en quelque sorte, le métier d'interprète. Et ça a commencé à la période de Beethoven avec justement un quatuor à cordes, le quatuor Chopinczyk, qui a commencé à faire de cet art, de cette interprétation un métier. Donc on a commencé à voyager et c'est là que les salles de concert se sont ouvertes au répertoire de la musique de chambre et c'est devenu les concerts que l'on connaît aujourd'hui. Avant d'être joué par des ensembles dans nos salles de concert, la musique de chambre était réservée à une certaine élite sociale. Ce genre de formation musicale était très présente dans les salons de celles et ceux qui pouvaient se les offrir et se donner une image de marque. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de retrouver des ensembles de chambre pour des cérémonies mondaines, mais aussi des mariages et bien d'autres choses encore. L'une des formations principales de la musique de chambre, c'est le quatuor à cordes, qui pour certains est le style ultime de la composition dans la musique classique. Des compositeurs comme Haydn, Mozart ou Beethoven en sont devenus de véritables spécialistes, portant cet art au summum, tandis que d'autres se sont cassés les dents dessus. Le quatuor à cordes, les compositeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Alors ça mériterait une émission entière pour vous dire pourquoi. C'est une question d'équilibre, c'est un petit peu comme la photo couleur qui serait un peu l'orchestre avec des possibilités d'artifice et des choses magnifiques, hein. Et puis la photo noir et blanc où là vraiment on est sur le sujet, on est sur l'œil du photographe
Et là, que ce soit Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, les grands compositeurs, et même ceux du XXe siècle, Schoenberg, Debussy, Ravel, ont donné des œuvres majeures pour le quatuor à cordes. Et il y a aussi, bien sûr, des exceptions notoires et extraordinaires, comme cette sonate de Debussy, que nous allons interpréter à l'Orangerie de Sceaux cet après-midi, qui est peut-être pour moi la plus belle sonate, non pas parce qu'il y a de l'alto, mais par son écriture, par son équilibre, et puis par sa recherche du timbre, de l'orchestration. C'est peut-être pour moi la sonate de Debussy la plus réussie. Et l'une des formations et des pièces les plus célèbres de la musique de chambre que vous connaissez forcément, c'est ce fameux trio de Schubert. Des œuvres majeures, il y en a énormément, évidemment, comme le disait Miguel avec les quatuors à cordes. C'est vrai que ça, c'est vraiment un tronc central, mais après, tout ce qui est aussi trio avec piano, en tout cas, et pour les instruments avant, il y a aussi des très belles œuvres. Mais c'est vrai que moi, la sonate de Debussy qu'on joue aujourd'hui, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et c'est merveilleux de voir à quel point, quand on la joue avec des gens différents, on peut adapter l'interprétation. Mais à chaque fois, il y a une magie qui s'opère avec cette œuvre. C'est vraiment quelque chose qui... De toute façon, on le sent dans un concert. Quand on joue cette pièce, tout à coup, c'est vraiment spécial. Les œuvres incontournables et qui sont un peu à la frontière parfois entre la musique de chambre et une forme un peu plus concertante pour harpe, c'est l'introduction et Allegro de Ravel pour flûte, clarinette, quatuor à cordes et harpe, qui est vraiment incontournable et magnifique. Je dirais les quintettes de Jean Cras, Pierre Ney, Jongen, tous ces gens-là, Jolivet également, Chandelinos. La musique de chambre a traversé le temps, du XVIe siècle jusqu'à nous, et a connu beaucoup de formes diverses, allant du trio jusqu'au septuor, octuor, nonette ou même dixtuor. Au-delà de ça, ou si le compositeur décide de doubler un pupitre d'instruments, on parlera alors d'orchestre de chambre. La particularité d'un ensemble de chambre, c'est qu'il n'a pas ou très rarement de chef d'orchestre. Et si c'est un bel exercice pour les compositeurs, c'est aussi une formation très particulière pour les instrumentistes. C'est vraiment essentiel d'avoir une complicité avec les personnes avec qui l'on joue. Ça peut être avec chance humainement également. Mais là, aujourd'hui, j'ai ressenti qu'il y a une vraie éducation musicale qui est très sensiblement proche pour nous trois. Alors peut-être que l'on est français, que l'on a intégré les mêmes conservatoires, malgré que nous ne soyons pas exactement de la même génération. Mais c'est vrai qu'il y a une vision qui est assez sensiblement identique. Il y a des cursus spécifiques, de quatuor à cordes bien sûr, mais au Conservatoire de Paris où moi j'ai étudié, j'ai fait du quintet avant, j'ai fait du quintet avec harpe, donc c'est vrai que ça apprend beaucoup. Et c'est quelque chose, c'est bon qu'il y ait ces cours-là, c'est vraiment utile parce que quand on est jeune étudiant, on a besoin d'outils et puis aussi d'une oreille extérieure pour nous aider à aussi mélanger les sonorités et puis apprendre à écouter l'autre, c'est très important. Eh bien, si on est suffisamment intègre et si on est suffisamment intelligent, on se laisse porter par le discours musical, on se laisse porter par le son. Et là, je dirais que c'est la musique qui vous guide. Moi, je pense que c'est le timing du son qui fait que des interprètes jouent ensemble. Plus que ça, je pense que c'est l'abandon à l'idée de l'autre qui fait qu'on joue ensemble. Sans chef, dans un trio, un quatuor ou plus, la complicité est indispensable entre les instrumentistes. C'est un travail de dingue et parfois de plusieurs années pour que l'alchimie opère enfin entre plusieurs membres d'un groupe qui joue régulièrement ensemble. Et c'est une des raisons qui fait que certains ensembles parcourent la planète et sont absolument célèbres aujourd'hui, parce qu'ils ont trouvé le petit truc en plus dans leur alchimie, qui fait qu'ils jouent certaines pièces comme jamais personne n'a su le faire avant eux. La musique de chambre, c'est très important dans le sens où je fais beaucoup d'orchestre, puisque je suis à l'orchestre de Rotterdam.
Je joue parfois en soliste avec orchestre. Et la musique de chambre, c'est encore une autre activité. Et je trouve que chaque activité enrichit l'autre. Et donc, rafraîchit aussi. Par exemple, quand on vient d'un grand concert avec l'orchestre, une symphonie de Bruckner, et qu'on se retrouve dans un petit comité comme ça, on apprécie beaucoup l'intimité, la proximité. Et puis, quand on revient à l'orchestre, ça fait du bien. Puis après, quand je joue juste avec piano, c'est encore plus intime. Et puis, quand je joue en concerto, là, je suis devant l'orchestre. Donc, vraiment, c'est complémentaire, je dirais. Mais c'est en tout cas, je ne pourrais pas vivre sans, ça c'est certain. On connaît tous les dernières sonates de Beethoven pour piano, qui sont peut-être un chef-d'œuvre. C'est une sorte de Mont Blanc de la musique. Et bien, au moment où il termine ses sonates pour piano, il va commencer sa dernière période pour le quatuor à cordes. Donc je dirais que là, on va attaquer l'Everest de la musique. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur ce qu'est la musique de chambre. Merci encore au Festival de l'Orangerie de Sceaux de m'avoir invité lors de cette 48e édition. Je vous rappelle encore une fois que le festival se déroule ce week-end et jusqu'au 16 septembre. Toutes les informations, le programme sont bien sûr dans la description de cette vidéo. Allez checker tout ça et pourquoi pas y faire un tour, ça coûte franchement pas cher et c'est l'occasion de rencontrer des artistes exceptionnels, même de jeunes talents qui sont les stars de demain sans doute. Allez aussi checker Utip, regardez quelques secondes de publicité pour nous rapporter quelques centimes. C'est pas grand chose comme ça, mais si vous le faites à plusieurs, ça peut vite nous aider à financer certains projets. Pensez à vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire si ça vous a plu. Pourquoi pas partager, ce serait vraiment génial. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.